Bienvenue, bienvenue dans ce nouveau cycle de conférences qu'on ouvre cet après-midi. Donc un nouveau cycle qui est intitulé e-commerce, déjà le monde d'après. Alors c'est volontairement un peu provocateur. Monde d'après, ça reste à démontrer, mais c'est vrai qu'on peut quand même reconnaître qu'il y a pas mal de choses qui se sont accélérées depuis le début de la pandémie. L'une des choses qui s'est accélérée, c'est évidemment l'e-commerce et une montée un petit peu en puissance et peut-être une montée d'une marche de l'e-commerce qu'on n'attendait pas aussi rapidement que ça. Et puis la deuxième, je pense que c'est aussi quand même une volonté de plus en plus marquée, mais ça on le verra peut-être là avec Alain Bernard Duvic, mais une volonté aussi marquée de réellement décarboner sa supply chain. Et donc ça tombe bien puisque on lance sur cette édition de Supply Chain Magazine le baromètre Kepler sur la supply chain durable qui a vocation à se reproduire sur les prochaines éditions. Donc on pourra avoir comme ça une photographie un peu des aspirations en supply chain durable des directeurs supply chain en France et ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, au moins en France. Cette année, puisqu'on essaye aussi sur ce baromètre de faire un focus sur le focus sectoriel qu'on a choisi. En l'occurrence, cette année, ce n'est pas réellement un focus sectoriel puisque c'est l'e-commerce et que c'est plutôt transverse à toutes les entreprises. Mais on a voulu aussi pouvoir donner une coloration à ce baromètre avec un focus un petit peu e-commerce. Donc pour cette présentation, donc je vous présente l'intervenant, mais il y en aura deux, en fait, vous comprendrez, il y en a un qui n'a pas pu venir, mais qui sera là quand même avec nous en vidéo. Donc Alain Bernard Duvic, qui est directeur associé du cabinet Kepler, et puis Thomas Morisset, qui est VP Supply Chain Food Service Premium chez Valrhona, et donc qui nous rejoindra en pixel, on va dire. Voilà, Alain Bernard, c'est à toi. Merci Jean-Luc. Bonjour à tous, merci de votre venue. La première chose, je vais rapidement vous introduire Thomas et l'excuser. Alors parle un petit peu plus, voilà, plus proche. Je vais rapidement introduire Thomas et d'abord commencer par l'excuser. Une injonction directoriale a interdit tout déplacement français et étranger depuis 2 jours, donc il ne pouvait pas être avec nous et il s'est filmé et vous fera part de ces enjeux. J'avais demandé à Thomas d'intervenir avec moi pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un bon partenaire. Ensuite, Valrhona a dans son ADN, et comme on est sur le baromètre de la supply chain durable, Valrhona a dans son ADN une grande préoccupation de la préservation des écosystèmes sur les plantations et auprès des agriculteurs auprès desquels ils achètent les fèves de cacao. Et dans les projets qu'on a menés, on a construit autour des valeurs durables et de l'impact et du discours autour du durable. Donc j'avais demandé à Thomas d'intervenir pour ces raisons-là, ce qu'il fait très gentiment même à distance. Et donc vous verrez comment il inclut ces éléments-là, ainsi que la part de e-commerce qui commence à se développer de manière importante dans ces challenges et dans la construction, dans la reconfiguration de sa supply chain. 2 mots sur FSP, parce que vous allez voir FSP écrit. FSP, ça veut dire Food Service Premium. C'est une BU du groupe Savencia qui regroupe l'ensemble des marques gourmets. Alors la plus grosse, c'est Valrhona, qui fait du chocolat. Mais il y en a 7 ou 8 qui font des fonds de tarte, voilà, qui s'adressent aux mêmes clientèles d'artisans, de chefs et de commerçants, et puis un peu de distribution et de grande distribution. Voilà, j'en ai fini. Je vais laisser la parole à Thomas et je vous retrouve tout à l'heure pour le baromètre. Bonjour,
Il y a 3 sujets dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, dans une première partie, je souhaiterais vous parler des événements marquants que nous aurons connus en 2020, les événements exceptionnels qui auront conditionné notre supply chain et comment la supply chain a dû faire évoluer ses priorités sur les années 2020-2021. Dans une deuxième partie, je souhaite partager avec vous des éléments sur la valeur ajoutée de notre métier supply chain, comment justement ces événements ont remis en question notre valeur ajoutée sur du court terme mais aussi sur du moyen terme, et dans une deuxième partie sur du long terme, quels sont selon moi les prochains grands challenges auxquels nous devons faire face dans notre métier de la supply chain. Donc tout d'abord, l'année 2020, de manière synthétique, donc nous aurons traversé en effet des événements exceptionnels et la supply chain a été confrontée à des nouveaux enjeux avec des fortes attentes de résultats sur du court terme. Donc on se rappellera des ruptures de stock que nous aurons connues en phase de confinement, en effet en supermarché sur des éléments essentiels. On se rappellera aussi de la crise d'approvisionnement des vaccins, donc en particulier en France, comment justement la complexité logistique pour approvisionner les différents centres de distribution des vaccins, on s'est rendu compte des difficultés pour répondre à des forts besoins sur un court terme. On se rappellera aussi du congestionnement du canal de Suez avec le bateau Evergreen. Et donc comment cet événement a accéléré la perturbation du fret mondial maritime, mais aussi derrière à la fois aérien et terrestre. On se rappellera aussi en 2020 un événement annexe à cette crise exceptionnelle du Brexit, et comment aussi ce type d'événement peut influencer fortement le métier de la logistique, et là en l'occurrence en ce qui nous concernait entre la France et l'Angleterre. Donc ce sont des événements qu'on aura connus en 2020. Qui se sont accumulés avec des forts impacts dans notre métier, et en conséquence nous avons dû un petit peu réagir sur notre roadmap en supply chain. Et donc un petit peu sur un mode de retour sur expérience, on pourra peut-être classifier ça en 3 événements majeurs pour faire face à cette crise. Donc il y a un premier événement qui correspond à cette période de confinement, qui nous aura surpris, où dans notre métier de la supply chain, on s'est concentré sur un horizon très court terme, pour s'assurer justement qu'on ait un plan de production qui réponde à une demande qui a été drastiquement revue à la baisse ou à la hausse selon les business models. On a eu un focus très fort sur le pilotage des coûts, sur les investissements. En effet, pour les limiter au maximum ou au contraire pour les reprioriser en cas d'une accélération de demande. Et donc en coordination, le pilotage de la liquidité, du cash flow et du working capital. Cette relation aussi qui nous concernait en interne, on a senti l'obligation de se rapprocher de nos clients pour mieux les comprendre, pour mieux leur expliquer. Donc commencer à développer, accélérer un développement de collaboratif. Et puis aussi en interne, protéger notre structure, nos hommes, nos femmes qui travaillent dans nos centres logistiques ou dans nos usines, avec un concept un petit peu de motivation et de rétention aussi, puisque cette période de crise aura été très brutale. Donc c'est ce pilotage de crise très court terme qu'on aura vécu en plein milieu de ce confinement. Et puis progressivement, on aura connu donc une reprise des activités. Et donc comment est-ce que nous en supply chain on se concentre justement sur cette reprise d'activité, donc avec un fort travail sur le besoin d'avoir une prévision de vente la plus accurate possible. C'est sécuriser auprès de nos fournisseurs de leur disponibilité aussi des matières.
Et puis en parallèle de ça, c'est aussi c'est essayer de profiter des opportunités très court terme dans cette période perturbée, et donc que ce soit des opportunités concurrentielles de performance ou d'efficience. Donc à la reprise de cette activité, on arrive à une deuxième grande phase qu'on peut qualifier, qu'on peut appeler de pré-new normal. On est en fait sur une phase un petit peu on a été sur une phase de stabilisation, où justement on commence à travailler, à remettre en question, à travailler donc sur cette expérience, et donc ce retour d'expérience, c'est sur la factualisation des scénarios de crise, plan d'urgence. Et puis vis-à-vis de nos clients et de nos fournisseurs, c'est commencer à développer un peu du durable. Donc on est sur une phase de stabilisation, d'adaptation, et puis à la sortie de ce pré-new normal, on est sur un retour à la croissance, et donc on arrive sur des concepts avec apprentissage d'automatisation, de digitalisation qui s'est accéléré très fort, on l'a vu avec le e-commerce, mais aussi dans nos process, comment est-ce que on sécurise notre mode de travail. On pérennise notre flux supply chain. C'est aussi une phase où donc on a ouvert des nouveaux canaux, donc le e-commerce a explosé, ça on l'a vu, mais il y a aussi d'autres canaux alternatifs sur lesquels nous avons dû travailler, qui sont à la fois des opportunités et à la fois des impératifs concurrentiels. Et la dernière phase est davantage donc sur une croissance plus pérenne. Donc on est sur cette troisième phase qu'on appellerait de new normal. On est sur un nouvel équilibre avec d'un côté une diversification géographique, on recherche à se diversifier, à s'ouvrir de nouveaux marchés pour sécuriser, stabiliser un petit peu la croissance, moins dépendre des marchés qui nous auront très fortement perturbés. Je pense à la Chine, aux États-Unis, en ce qui me concerne dans le food service. Et donc chercher des marchés qui vont atténuer ces pics très impactants, mais aussi une diversification sur des nouveaux business models. J'ai parlé sur des nouveaux canaux, diversification auprès de nos fournisseurs, sécuriser les approvisionnements, et puis une diversification auprès de nos clients, donc aller chercher justement peut-être possiblement des nouvelles catégories de clients vers lesquels on n'était pas encore tourné pour le moment. Sur ce new normal, donc on intègre complètement dans la racine de notre mode de fonctionnement ce concept de risk management, et puis la formalisation de nouveaux business models et de nouveaux modèles de distribution pour répondre à ces nouveaux besoins. Donc sur ce nouvel équilibre un peu de new normal, donc c'est un nouvel équilibre, néanmoins on continue d'évoluer dans un écosystème qui est très instable, donc c'est le concept VUCA. VUCA, donc l'acronyme de volatilité, uncertainty, donc incertitude, complexité et ambiguïté. Donc c'est notre nouvel équilibre, d'accepter qu'on évolue dans cet environnement extrêmement dynamique et dans lequel on va devoir adapter nos process et notre façon de distribuer, avec à la fois un concept de standardisation mais aussi d'agilité pour être capable de s'adapter et de répondre à des changements de tendance très brutaux. Si je fais un petit peu un retour d'expérience sur plus moi personnellement, comment est-ce qu'avec mon équipe on aura traversé ces événements, il y a 3 phases essentielles qui peut-être expliquent la démarche qu'on aura suivie. Une première étape est une étape de résilience. Donc comment est-ce qu'on a dû adapter notre supply chain pour la rendre à la fois plus agile et aussi plus réactive. Cette résilience on l'aura travaillé avec un développement de la transversalité entre les fonctions, un besoin de communiquer davantage sur les indicateurs de performance, mais aussi sur des métriques pour expliquer au reste de l'organisation comment évolue le business sur des principes de volumétrie, de ligne de commande, en parallèle du chiffre d'affaires pour apporter des éléments complémentaires. Cette résilience, c'est aussi comment est-ce qu'on est sorti d'un mode d'urgence
très court terme vers un nominal un peu plus stable. Et puis essentiellement, un autre élément essentiel, c'est maîtriser l'effet bullwhip. En effet, maîtrise des flux, maîtrise des stocks et chercher à avoir la visibilité la plus approfondie possible pour savoir auprès du client en quelle situation il est pour éviter justement ces fameux pics bullwhip de pilotage de stock. Donc on avait commencé à travailler aussi des scénarios de sortie de crise sur lesquels on a commencé à s'aligner et puis avec des données et des métriques qu'on a communiquées. Donc c'est une phase de résilience. Comment est-ce qu'on se renforce à partir d'une phase de crise pour arriver à une deuxième étape qui était donc cette phase de robustness. Comment est-ce que en supply chain on va justement être plus efficace, plus efficient, plus robuste dans nos process et nos outils. Donc le S&OP était un élément essentiel. C'était aussi une opportunité pour nous en supply chain de rendre cet outil transversal, mais de faire prendre conscience à l'organisation que c'est pas seulement un outil de calcul de demande, mais c'est un outil vraiment de pilotage d'entreprise. Et donc en 2020, en ce qui me concerne, on aura accéléré la mise en place d'un S&OP qui aujourd'hui est complètement groupe, donc multi-site, multi-marque, multi-marché, qui nous permet d'avoir au niveau du comité de direction une visibilité tout à fait transverse et exhaustive à plus 4-5 ans de notre prévision, avec des premières notions de capacitaire, que ce soit à la fois au niveau du sourcing, logistique et industriel. Donc cette robustness, c'est aussi la mise en place d'instances d'allocation, d'arbitrage de stock qu'on a pérennisé et qu'on utilise aujourd'hui, mais plus en mode d'urgence, mais en mode de productivité, de rendement, sur des principes de marge ou d'importance client pour, de manière transverse, prendre des décisions sur les arbitrages de stock et dans certains cas même accepter qu'on va fabriquer des stocks limités pour justement travailler sur un mode d'allocation plus pérenne. La centralisation des décisions est aussi un élément essentiel qu'on aura travaillé avec une organisation plus efficace sur la prise de décision et avec un concept de verticalisation des fonctions. Le pilotage de la performance, donc qui existait par avant, qui était davantage utilisé intrinsèquement au sein de la fonction. Aujourd'hui, le pilotage de la performance est partagé au sein de l'entreprise, dont le fill rate, de manière exhaustive jusqu'à la livraison client, est un indicateur aujourd'hui entreprise qui conditionne la performance de chacun. Donc une première phase résilience, comme je disais, une deuxième phase de robustness et une troisième phase de stratégie ou comment est-ce que la supply chain intègre la stratégie d'entreprise sur des principes de réseau, pilotage de flux, de pilotage de stock et aussi de footprint logistique, donc avec un concept RSE. Comment est-ce qu'on rend notre logistique plus green, plus responsable. Donc on a travaillé le schéma directeur logistique, aussi on l'a accéléré justement, et puis un autre élément essentiel, c'est le concept de technologie. Donc c'est aussi une conviction forte d'intégrer la technologie à la fois dans nos process, mais aussi dans nos outils logistiques, que sur des outils que ce soit destinés au picking, au packing et au transport. Donc, à partir de ces trois phases, comment est-ce qu'on a adapté notre supply chain? La valeur ajoutée aujourd'hui, c'est un principe qu'on a pu mettre en avant et vendre, et donc aujourd'hui reconnu au sein de l'entreprise. Donc, je propose de résumer sous forme de 4 piliers cette valeur ajoutée en supply chain. Une première valeur ajoutée auprès du client, donc que j'appelle la collaboration client, qui consiste à investir sur non seulement en parallèle un investissement commercial bien évidemment, mais en parallèle investir sur une relation logistique to logistique avec une valeur ajoutée créée sur cette relation-là qui va bénéficier à l'entreprise. Donc on est sur du développement de relations clients avec des concepts de portail web. Avec des points de rencontre, du collaboratif sur du forecast, mais pour aller jusqu'à un concept de key account en supply chain, ou comment est-ce que avec des clients importants, des grands clients, on entretient une relation logistique plus développée, plus approfondie sur des modes collaboratifs et de confiance.
Un deuxième pilier pour conceptualiser notre valeur ajoutée, c'est sur le S&OP. Donc une opportunité en 2020 et 2021, comme je l'expliquais. Donc on est à la fois sur un prévisionnel sur la demande, à plus 4 ans. On a fait aussi des exercices exceptionnels à S&OP à plus 10 ans pour se positionner tout de suite stratégiquement avec ces notions capacitaires. Et donc cette analyse S&OP aujourd'hui non seulement pilote cette vision, mais aussi s'intègre de manière transverse dans les autres projets d'entreprise. Je pense au projet, au schéma directeur industriel où, comme donnée d'entrée, le S&OP est essentiel pour dimensionner l'usine de demain. Troisième pilier de valeur ajoutée, donc la logistique, bien entendu, donc avec aussi un schéma directeur logistique. Comment est-ce qu'on pilote mieux nos flux? Comment est-ce qu'on mutualise nos assets, nos sites logistiques, nos structures? Et comment est-ce qu'on est plus efficient sur un concept de customer centric qui n'est pas que répondre aux besoins clients, mais c'est comment est-ce qu'on intègre le client dans nos réflexions et comment est-ce que finalement, avec nos clients, on met en place des flux plus bénéfiques. La logistique, ça intègre aussi une partie transport, un enjeu majeur aujourd'hui, donc on le voit avec ces dérèglements de flux maritimes mondiaux. Comment est-ce qu'on adapte nos process et notre relation avec les transitaires pour assurer une disponibilité des modes de transport jusqu'au client. Et puis, dernier élément essentiel sur la valeur ajoutée, c'est sur un positionnement stratégique. Donc, comment est-ce que la supply chain stratégiquement s'intègre dans l'entreprise? Quelle force la distribution doit porter pour générer de la valeur entreprise. On intègre aussi dans des notions de données, de pilotage de produits et comment aussi le patron, le directeur supply chain s'impose au comité de direction pour justement développer et démontrer cette valeur ajoutée essentielle pour l'entreprise. Au-delà de ces 4 éléments, il y a un autre élément essentiel transverse qui me touche beaucoup, conviction aussi très forte dans le food service, c'est comment est-ce qu'on rend notre supply chain et notre logistique plus responsable. Donc, pour cette approche-là, je propose un visuel avec quatre axes pour développer notre stratégie responsable. Un premier élément, c'est le schéma directeur logistique, donc avec des concepts de massification de stock, s'assurer qu'on ait des taux de remplissage conteneurs, camions, avions optimisés pour, in fine, les pertes d'espace. Et c'est aussi participer à la sélection d'un portefeuille, donc en parallèle, donc en partenariat avec le business. Comment est-ce qu'on est force de proposition aussi pour qu'on ait les produits les mieux adaptés, les mieux conçus aussi pour une empreinte carbone optimisée sur le transport. Un deuxième axe évident, c'est l'énergie. Comment est-ce qu'on peut aussi développer des modes terrestres alimentés par du biogaz, donc en ce qui me concerne. Un troisième axe, donc associé le transport, mais de manière un peu plus large. Comment est-ce que on peut favoriser l'utilisation de modes de transport plus responsables. Par exemple, la ligne ferroviaire, on utilise du train pour la Chine en mode exceptionnel, un peu plus long que le bateau, mais beaucoup moins cher et moins polluant que l'avion. Et puis, un concept aussi intéressant de slow logistique, ou comment est-ce que on engage nos clients sur des temps de réponse peut-être un peu plus longs, mais finalement plus responsables. Et quatrième axe, le packaging, donc la logistique qui est forte consommatrice de matières premières sur l'emballage. Donc comment est-ce qu'on développe à la fois une meilleure densification de notre matériel de conditionnement, utiliser moins de carton, perdre moins d'espace, en mettant à disposition du carton sur mesure, et en parallèle le principe de reverse logistique en bac plastique où plutôt que d'avoir un carton, on envoie un bac plastique qu'on récupère par la suite.
Conviction aussi très forte de réussir à mettre en place en France des solutions de reverse logistique dans le métier du food service. Aujourd'hui, c'est un enjeu fort qui nécessite de mettre en place plusieurs acteurs autour de la table pour le faire fonctionner. Donc on travaille fortement dessus et je pense que demain, ce sera un élément essentiel pour le bon fonctionnement de notre logistique. Donc, au-delà de cette valeur ajoutée, quels sont les grands enjeux donc qui me concernent dans le food service premium, FSP. Donc si j'ai à résumer, j'ai 6 gros éléments. Le premier sujet, c'est la tech, j'en ai parlé. Comment est-ce qu'on intègre plus de technologie dans nos process avec les données. Donc la blockchain est toujours un élément. Et comment est-ce que on automatise davantage nos process, et comme je le disais, aussi bien process back-office que sur le terrain, avec des outils industriels, dont packaging, qui sont plus automatiques, avec du rendement, ce qui permet de se focaliser sur des tâches à forte valeur ajoutée plutôt que sur de la routine. Un deuxième pilier, donc court moyen terme, sur donc le réglementaire. Donc on a aujourd'hui, on voit que il y a un certain niveau de dérèglement réglementaire. On voit la Chine aujourd'hui qui se renforce. On a vu le Brexit. Donc beaucoup d'éléments sur la partie aussi RSE. Et en RSE, quelles sont ces nouvelles réglementations qui nous mettront sous contrainte demain? Donc on doit s'adapter et anticiper pour s'assurer de rester dans la course. Un troisième élément, prochain grand challenge, donc c'est le road to market, le transport, avec une saturation du fret. Donc comment est-ce que on anticipe, comment est-ce qu'on sécurise le transport de nos produits jusqu'aux clients, et comment est-ce qu'on participe à une meilleure régulation de ce fret. Quatrième élément, quatrième challenge, donc c'est essentiel dans notre métier. Donc la supply chain est une histoire d'hommes, une histoire de femmes. Donc comment est-ce qu'on sécurise ces personnes dans nos équipes, comment est-ce qu'on développe nos talents, comment est-ce qu'on s'assure qu'on ait les bonnes compétences, et comment est-ce qu'on a réussi à investir sur les compétences dont on aura besoin demain. C'est aussi la mise en place d'une organisation globale, en ce qui me concerne régionale, puisqu'on est en pleine extension géographique. Comment est-ce qu'on met en place, on sécurise une organisation capable de piloter ces flux mondiaux de manière efficace, avec des centres, des prises de décision plus rapides, plus agiles. Cinquième enjeu majeur, c'est la multicanalité. Donc j'ai parlé du e-commerce. Quels sont aussi ces nouveaux marchés, ces nouveaux clients sur lesquels on doit se développer. Donc on voit émerger des clients, des nouvelles catégories clients. Comment est-ce qu'on s'adapte et comment est-ce qu'on développe un service logistique approprié à ce canal. Sixième défi, j'en ai parlé, cet environnement VUCA. Comment est-ce qu'on développe une supply chain agile, mais aussi élastique, capable de s'adapter et de répondre à ses besoins. Donc sur du moyen terme à 2025, donc moi j'ai 5 piliers en ce qui me concerne. Un premier pilier, donc c'est le RSE. Comment est-ce que on met en place des modes logistiques plus responsables, à la fois pour la planète mais aussi pour les hommes et pour les produits qu'on transporte. Deuxième élément, le SNOP, donc on a développé fortement, qu'on a accéléré. Comment est-ce qu'on développe du SNOP capable de faire le lien entre les volumes et le chiffre d'affaires et la valeur de notre PNL, ce qui nous permet de faire du scénario à partir de volumes avec une transcription plus financière. Troisième point, le digital. Donc lié à la technologie, comment est-ce qu'on digitalise nos process et comment est-ce qu'on fait travailler aussi l'intelligence artificielle au cœur de nos process pour que nos hommes se dédient à des tâches à forte valeur ajoutée. Le master plan, qui est donc le schéma directeur à la fois logistique et aussi industriel, on est très fortement liés. Quelle stratégie on définit, quel type de flux, entre le make or buy, qu'est-ce qu'on décide de garder en interne et qu'est-ce qu'on accepte de sous-traiter avec des principes de performance mais aussi de compétences, quelles sont les compétences qu'on veut garder chez nous pour des raisons stratégiques et qu'est-ce qu'on souhaite sous-traiter avec peut-être plus une notion d'efficience.
Et puis la mise en place, donc j'en parlais, des régions avec des hommes, des structures, mais aussi des hubs logistiques avec donc un time to customer plus efficace à partir d'un certain degré de volume. Et puis 5e challenge à 2025, donc c'est ces nouveaux services de demain. Avec une notion de customer care, donc c'est accompagner nos clients, les aider aussi dans le développement de leur business et sur ce dernier kilomètre, quels sont les nouveaux services qu'on doit être capable de développer. Donc voilà mes 4 gros enjeux 2025. Donc derrière ça, beaucoup de travail avec les équipes. En termes de cible, donc vraiment au plus long terme, quelles sont les grandes tendances qui nous tirent peut-être à un horizon 2030. Donc c'est dans la continuité de ce que je viens de dire sur 2025. Il y a une notion très forte aussi qu'on retrouve dans le food, donc la traçabilité. Donc comment est-ce qu'on arrive à tracer donc nos flux depuis nos suppliers jusqu'aux clients, d'avoir une traçabilité vraiment end-to-end. Donc ça nécessite de la technologie, donc beaucoup de digital. Avec ces nouveaux fournisseurs, mais aussi les nouveaux clients, donc quel nouveau partenariat logistique ou logistique on doit mettre sur place. Donc ça demande beaucoup de créativité, il faut être innovant, faut essayer d'être leader aussi en force de proposition. Cette notion de bac plastique, de reverse logistique, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place une communauté à la fois pour tracer, pour transporter, pour récupérer, pour laver, pour remettre à disposition. Comment est-ce qu'on met en place un réseau donc collaboratif et efficace pour que ça fonctionne. Et puis peut-être voilà, pour conclure, une notion global, comme on dit. Donc comment on fait le lien entre le global et le local. Donc essentiel aussi pour moi parce qu'on est en extension, parce qu'on s'ouvre sur de nouveaux marchés, on acquiert aussi des nouvelles marques. Donc comment est-ce que à la fois on construit une organisation centrale et globale en termes de pilotage et de développement de compétences, et comment est-ce que localement, quel profil on veut mettre et quels outils logistiques on souhaite régionaliser pour avoir un meilleur pilotage et un meilleur contrôle de nos flux logistiques dans le monde entier. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Au revoir. Bon alors juste, je fais la transition. Déjà, je pense qu'effectivement, on peut le remercier, Thomas, parce que... Il a un peu cramé la caisse du temps quand même. Hein. Un petit peu, mais il avait vraiment beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai noté 3 événements 2020, 3 étapes, 5 piliers, 6 défis, 4 engagements, etc. C'est aussi un exemple d'interview que vous avez pu mener dans le cadre du baromètre. Et là, c'est une interview vraiment très complète. Donc voilà, maintenant, Absolument. c'est un peu le temps de la synthèse. Alors, c'est vrai qu'on l'attend aussi. Le temps de la synthèse arrive. Je retiens aussi le new normal. Le new normal dans son activité. Alors, c'est l'autre présentation, c'est pas grave. Voilà. On va y arriver. Et je pense que beaucoup de choses sont dites, notamment sur ce new normal avec les nouveaux canaux de distribution, la diversification fournisseurs, diversification, intégration et l'intégration de la supply chain durable dans sa configuration. Alors, sur l'étude barométrique 2021, une première chose, nous avons fait une photo 2021 qui avait plusieurs enjeux. Le premier, c'était de faire un T0, puisque ce baromètre a vocation à devenir régulier. Donc, vous avez la première dose aujourd'hui et vous aurez les rappels les années d'après. Et donc, dans cette première photo, on a voulu illustrer l'ensemble des enjeux liés à la supply chain durable sur 8 thèmes. Alors, un qui est très conjoncturel, on en parlera tout à l'heure parce que c'est quand même un peu important de savoir quel a été l'impact conjoncturel sur l'ambition RSE des entreprises.
Mais sur les 7 autres thèmes, que sont le périmètre et puis toute la durée de vie des produits, l'ensemble des éléments de données et de mobilisation en interne et de conduite du changement et de préparation de la transformation, de savoir où en étaient les entreprises aujourd'hui. Cette étude, cette première version 2021, a été établie sur la base de questionnaires quantitatifs. Alors peut-être y a-t-il des répondants dans la salle d'ailleurs. Et sur la base d'interviews qualitatives. Alors là, vous avez eu le meilleur exemple d'interview qualitative qu'on puisse avoir. Donc on est à la fois sur du quali et du quanti, avec une centaine d'entreprises qui ont bien voulu se prêter au jeu. Et nous en avons tiré 9 constats. Alors 9 constats en un quart d'heure, je vais peut-être en amalgamer quelques-uns. Mais je voudrais quand même partir du premier, qui est important, qui est de dire que 6 entreprises sur 7, alors parmi les répondants, ont engagé des démarches RSE. Et ceci, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, c'est totalement universel. C'est-à-dire qu'on a des variations entre les petites entreprises et les grandes, mais globalement, on n'est jamais en dessous de 78, donc on a quand même un faisceau d'entreprises qui sont engagées dans des démarches RSE qui est extrêmement important autour de la supply chain durable. Alors, nous n'avons pas inclus dedans les TPE. Nous avons sorti les TPE de l'analyse parce que c'est un foisonnement important qui demande là du coup des analyses un peu spécifiques et sa diversité, son hétérogénéité ne serait pas forcément très très relevante, très très pertinente. En complément de ça, un autre point, c'est que parmi les répondants disant non, nous n'avons pas de démarche RSE, à nouveau les 3/4 ont entrepris des chantiers RSE qui ne sont pas dans une démarche corporate globale, mais qui sont des actions plutôt menées sur un front individuel. D'accord ? Donc on pourrait presque rajouter 3/4 aux 3/4 qu'on a déjà. Ça fait une belle mobilisation autour des sujets de supply chain durable par l'ensemble des entreprises qui sont principalement dans les répondants industriels et distributeurs, quelques entreprises de services que nous avons sorties parce que le nombre de répondants n'aurait pas permis de tirer des éléments pertinents. Le constat numéro 2, pardon, j'ai pas pris le réflexe d'avoir le bidule, voilà, c'est le constat numéro 1. Le constat numéro 2, ça a été sur l'impact de la crise sur vos ambitions en matière de supply chain durable. Les 2/3 nous disent on a eu un impact fort, et on voit s'opposer des forces contraires. Alors une bonne partie, et principalement d'ailleurs chez les industriels, nous disent on a eu des défaillances fournisseurs, on a des problèmes d'appro, on a le problème des conteneurs que vous connaissez tous, et vous connaissez même mieux que moi. Mais on a aussi toute une partie de verbatim, et je crois que l'exemple de Thomas est extrêmement enrichissant, c'est-à-dire on a été impacté et on a fait notre new normal parce que la situation a changé. C'est-à-dire que déjà le monde d'après, disait Jean-Luc, dans ce monde d'après, on a eu des évolutions de demandes clients, de demandes du marché. Alors quand je dis marché, c'est plus dans des logiques institutionnelles, à la fois d'appel d'offres, etc. Des demandes clients au sens consommateur. Et une bonne partie des supply chain managers qu'on a pu interviewer et de ceux qui ont répondu dans la partie un peu questions ouvertes nous disent que ça a été une fenêtre d'opportunité pour nous de regarder la supply chain sous un nouvel angle et d'infuser nos principes de supply chain durable dans cette fenêtre de tir qu'on avait. C'est exactement ce que décrivait Thomas tout à l'heure en disant dans ce new normal, j'ai des nouveaux canaux de distribution, j'ai pu retravailler ma relation client et j'ai pu accélérer certains CAPEX. Il a parlé du packaging, on y reviendra tout à l'heure, mais peut-être. J'ai pu accélérer la mise à disposition de certains CAPEX pour justement répondre à ces nouveaux enjeux. Donc je crois qu'il y a un message qui est très positif, même si la crise a impacté tout le monde, c'est de se dire qu'elle a ouvert des fenêtres d'opportunité pour reprioriser certains projets et pour aider à une meilleure configuration plus durable de la supply chain.
On a parlé des automatisations, on a parlé de ces opportunités liées justement au développement du e-commerce pour les industriels qui ont un peu fait du e-commerce à la Monsieur Jourdain dans le premier confinement, puis qui l'ont professionnalisé ensuite et qui se sont aperçus que c'était un métier. Et la pression consommateur est assez forte, à la fois sur les délais, avec une injonction paradoxale de délai et de préservation de l'environnement. Donc, comment est-ce que le juste carton, le juste emballage, répondre aux justes besoins avec un peu une préoccupation de less is more. Le constat numéro 3, si le bidule me suit. Alors, le constat numéro 3, le voilà. Ce sont des professionnels de la supply chain qui sont un peu frustrés, en fait. On a lancé des démarches RSE, on parle de RSE, mais finalement, on trouve que ça ne va pas assez loin. On le retrouvera un peu plus tard, donc je vais bien insister, parce que comme le temps va m'être compté, je vais m'attarder un peu sur ce constat numéro 3. Quand on regarde globalement, ils sont contents, on a lancé des actions RSE, mais finalement, est-ce que ces actions RSE vont assez loin? Eh bien, pas tellement. Et la frustration est un peu plus forte dans l'industrie que dans la distribution. Alors, il faut considérer le panel, parce que dans les distributeurs, on a quelques distributeurs que je qualifierais de militants, ou en tout cas de première ligne, sur les problématiques RSE qui peuvent un tout petit peu altérer la répartition. Mais sur la partie industrielle, on retient que cette frustration, elle est probablement liée à une mobilisation interne, à une gouvernance qui est un peu top-down et qui ne fait pas forcément la place partout où on voudrait à des sujets RSE. Alors après, un tout petit point à noter, c'est que finalement, alors vous voyez d'ailleurs que sur le camembert de droite pour vous, dans la distribution, il n'y a pas du tout d'insatisfaits alors qu'il y en a chez les industriels. Si on zoome un tout petit peu sur la partie en fonction de la taille des entreprises, donc on a fait 3 clusters, 11, 500, 500, 5000 et plus de 5000, donc des très grosses, des grosses ETI et des PME. Ce segment des ETI est celui qui est le moins insatisfait. On le retrouvera un peu plus loin. On a l'impression, en regardant et en croisant les données, les différents éléments, qu'il y a une taille plus propice au développement de démarches transverses RSE. Alors, est-ce que c'est lié à la complexité de l'organisation dans les très grandes entreprises? Est-ce que c'est lié au fait qu'on a quand même un peu de moyens dans ces belles ETI ou petites grandes entreprises pour faire des sujets, qu'on a peut-être un management de plus en confiance avec les leaders? En tout cas, cette tranche des entreprises, cette tranche centrale, est celle qui est la plus satisfaite, et on le reverra, ou je le réaborderai, la plus investie et la plus avancée dans les projets de transformation vers une supply chain durable. Alors, si on va vers le constat numéro 4, alors le 4, il est en deux sur le monde industriel et le monde de la distribution. Quand on regarde le monde industriel, on a deux façons de le regarder parce qu'il est vraiment à deux visages, c'est Janus. Alors, on a un premier visage qui nous montre un ensemble d'entreprises industrielles, et là, à nouveau, le segment milieu est plus fort. On a un monde industriel qui est très engagé, très tourné vers les résultats, et donc ça, c'est le cumul des actions engagées et des résultats obtenus. Vous voyez qu'on arrive à 70% avec des entreprises qui ont déjà des résultats mesurables. Dans les points d'étonnement, je mettrai en évidence la préoccupation client et la préoccupation packaging. Et là, je reviens sur déjà le monde d'après. Et je reviens sur ce qu'expliquait Thomas tout à l'heure. On l'a vu chez d'autres clients. Cette préoccupation de toucher le client pendant la crise Covid et de se mettre en direct to consumer pour une bonne partie d'entre eux a été extrêmement à la fois salvatrice, mais aussi pleine d'enseignements sur les attentes des consommateurs et les attentes de leurs clients. Ce qui fait qu'en fait,
ils ont déjà avancé sur un certain nombre de sujets. Dans le deuxième point d'attention ou de focal, vous voyez que la démarche RSE concerne principalement des éléments sur l'ensemble du cycle de vie du produit qui sont assez centrés sur l'entreprise et ses capacités fondamentales de développement produit, de packaging, de footprint industriel, de fabrication. Et quand on va vers l'extérieur, en aval, et on le verra, c'est un peu pareil sur les distributeurs, c'est un peu moins vrai. Donc il y a une intégration qui est en train de se faire, qui n'est pas encore faite. Sauf sur les sourcings matières premières. Là, la question peut se poser à nouveau de l'impact de la crise sur ces sourcings matières premières qui a appelé à reconfigurer, à rechercher des nouvelles sources d'appro ou des nouveaux modes et modalités d'appro. Pour juste détailler, parce que vous le retrouverez, le bandeau de gauche a une vocation à un peu synthétiser des différentes étapes de maturité ou des différents états de maturité dans les projets et l'intégration d'une supply chain durable. Donc on commence par « j'en ai pas aucune idée », « j'en ai entendu parler »,« je mène des actions », « j'ai des résultats ». Je vous fais ça de manière un peu brutale, mais ce sont les quatre étapes qu'on rencontrera grosso modo tout au long de la présentation. Donc des industriels qui ont lancé des actions, qui sont très tournés vers les résultats. Quand même, les 2/3 ont des résultats, arrivent à avoir des résultats concrets. Mais en revanche, là c'est Janus, l'autre visage, 30%, donc 1 sur 3, a des actions supply chain durable qui ne dépassent pas le stade des intentions. Et je vois Jean-Luc qui me regarde en me disant « mène-toi ». Bah ouais, c'est ça. Mais je peux pas. Je trouve que là, on a encore, on a dépassé là le temps, mais c'est pas grave parce que c'est important. Mais voilà, il faut garder l'unité de la présentation. Mais c'est vrai qu'il faut un tout petit peu accélérer. Alors, le constat 5, c'est le pendant sur la distribution, et le pendant sur la distribution est beaucoup plus rose, dans tous les sens du terme, parce que c'est aussi vrai sur la slide. Alors, est-ce qu'ils se sont lancés un peu plus tard? C'est pas impossible. Il y a globalement moins de résultats mesurables dans les actions lancées. En revanche, volumétriquement et d'un point de vue proportion des entreprises engagées, l'engagement est beaucoup plus fort. Et on le verra, il est plus diffus. Et je pense aussi, c'est pour ça qu'on avait cette dichotomie dans l'espèce de satisfecit vis-à-vis des actions lancées au début. Le constat numéro 6 pose la question globalement de la maturité qui n'en est qu'à son début. Et elle pose aussi la question de la supply chain intégrée, de la supply chain étendue. Alors on est entre gens de supply chain. On en a fait la promotion et la communication pendant longtemps. Quand on arrive au durable, et ça va rejoindre le constat numéro 7, donc je vais les merger pour gagner les cumuler pour gagner du temps. On a une implication avec les partenaires extérieurs qui n'en est qu'au début de sa maturité. Donc si je reprends pareil mes 4 étapes en disant j'ai rien intégré, j'en parle, ça me sert dans ma revue de performance, voire je contractualise, eh bien dans ces 4 étapes-là, on en est majoritairement plutôt à l'étape 2, même si avec les prestataires logistiques et avec les sous-traitants, on est plus avancé. Et ça appelle pour moi une deuxième question. Et certains dans les interviews qualitatives l'ont dit, c'est que le processus, il est bijectif. C'est-à-dire qu'il n'est pas univoque. Mon sous-traitant, mon prestataire, a le droit de me proposer des solutions et de m'aider à intégrer ma supply chain et a le droit de m'aider à acquérir une performance durable, globale, meilleure. Et là, je pense que personne ne me contredira dans la salle. Les prestataires logistiques, en tout cas ceux que j'ai interviewés et que je connais depuis des années, sont tous engagés énormément dans le durable, ont tous une offre
qui se développent vers le durable travaillent sur les modes de transport doux, sur une meilleure utilisation des moyens, etc., etc. Et même chose chez les sous-traitants, notamment, ça me rappelle une interview dans la pharma où évidemment on a des contraintes réglementaires dans lesquelles on a rajouté ces éléments-là. Et ça, c'est intéressant. Là où je garde, moi, personnellement, une petite frustration, c'est qu'on ne s'en sert pas dans les revues de performance. Ça rejoindra un point qu'on a après. Mais finalement, pourquoi aller se compliquer la vie si on a ces éléments-là? Intégrons-les directement dans la performance. Donc le constat numéro 7, c'est le pendant du côté des données. La question, c'était est-ce que je dispose des données nécessaires ou est-ce que je dispose des données conformes pour les différents éléments, process de la supply chain, donc la conception, les approvisionnements, le sourcing, le client et les distributeurs et les partenaires. Finalement, on se rend compte, à nouveau, tant qu'on est en interne, tout va bien, on dispose des données. À nouveau focal, ceux qui sont le plus contents sont dans le segment des entreprises de taille intermédiaire. Permettez-moi de les appeler comme ça, parce que c'est le milieu pour nous. Et c'est beaucoup moins vrai dans les PME, et c'est beaucoup moins vrai aussi dans les grandes entreprises. Probablement, parce que les systèmes d'info peuvent être un poil plus complexes, des choses comme ça. En revanche, quand on se dit, est-ce que vous avez les données nécessaires au développement de vos projets durables dans les échanges avec vos fournisseurs ou dans la logistique amont avec les différents prestataires qui peuvent arriver ou sous-traitants, eh bien là, la réponse est globalement, je n'ai que des données partielles. Alors, si je cumule le fait qu'avec les fournisseurs, on ne va pas jusqu'au bout de la logique, si je me dis qu'on n'a pas complètement les données, je me dis, un peu inévitablement, ouvrez-vous. Intégrer la supply chain, ça va être intégrer les données et intégrer tous ces process-là. C'est souvent fait dans de nombreux cas et dans de nombreux process, mais in fine, sur le durable, c'est encore à venir. Et à nouveau, si on devait se situer sur notre échelle, on est plutôt au niveau 2. Il y a des données échangées, les données ne sont pas partagées et elles ne sont pas intégrées dans les process complètement. Pourtant, a priori, on pourrait partager sans doute plus facilement ce type de données-là que les données commerciales. Enfin... Oui, alors, je pense quand même qu'il y a un certain nombre de données qui doivent être des données un peu naissantes. Moi, quand j'interviewe notamment des industriels plutôt de grande consommation et qu'on met en place un tableau de bord durable, on a du mal à calculer l'indicateur, en fait. Et on reste sur des choses assez basiques. Et d'ailleurs, tu me permets de faire la transition avec celui-ci, c'est qu'en fait, on n'utilise pas non plus les outils qu'on a. Quand on regarde les différents référentiels et outils qui sont sur le marché, alors on en a pris quelques-uns, cela dit, dans la question ouverte, on ne nous a pas suggéré beaucoup d'autres. On se rend compte qu'en fait, le seul outil qui est véritablement utilisé par les entreprises, c'est le bilan carbone. Chacun veut faire sa mesure et c'est une première étape de maturité de faire la mesure, puis ensuite de lancer les actions pour voir comment ils impactent la mesure, puis après d'évoluer encore. Donc le seul qui soit à la fois connu et appliqué, c'est le bilan carbone. Après, moi j'ai une toute petite... alors, il y a une deuxième chose qui est Fred 21, qui est connue, mais peu appliquée et plus connue des industriels que des distributeurs. Et puis, mais vous voyez qu'entre 42 et 60% n'en ont jamais entendu parler. Hein. C'est-à-dire, on vous dit Fred 21, et dit, c'est pas. Et puis, juste un tout petit point sur la loi AGEC. Il y a un écart entre les entretiens qualitatifs et le quanti. Le quanti dit je connais pas, même si ceux qui connaissent ont tous lancé des actions, alors que tous les entretiens que j'ai faits, je dis bien tous, même dans les secteurs qui ne sont pas concernés aujourd'hui, on parlait de secteurs de grande conso, mais qui ne sont pas ni dans le vert ni dans le food, tous ont en tête le calendrier AGEC, ils m'en ont tous parlé en disant nous c'est 2024, nous c'est 2023, enfin ils ont tous le calendrier en tête et ils sont tous en train de se mettre dedans. Donc là j'ai un point d'étonnement qui est sur l'écart entre le
Kali et le Canti. Alors forcément, le Kali n'a pas la valeur de panel. Il représente des gens peut-être plus engagés que les autres, mais en tout cas, c'était un point que je voulais mentionner. Et le 9, voilà, s'il veut obéir, voilà. Dernier pilier, alors Thomas l'a évoqué, pour nous c'est celui de la conduite du changement, c'est-à-dire que ces projets de supply chain durable sont des projets de transformation qui doivent impliquer les hommes, les mobiliser, les informer, les responsabiliser. Et aujourd'hui, eh bien, beaucoup se sensibilisent, beaucoup en sont encore un peu frustrés, à nouveau les mêmes tranches, à nouveau l'industrie un peu plus, en disant on n'est pas assez informé. Alors là, je m'adresse aux directeurs, aux managers, vous pouvez faire infuser, ils sont prêts. Dans la distribution, c'est beaucoup moins vrai parce que les projets sont déjà beaucoup plus diffusés. Le management est peut-être un peu moins top-down. En tout cas, le mode de gouvernance, on pourra en reparler puisqu'on l'avait enquêté aussi, est beaucoup moins concentré dans les entreprises à la distribution. Les répondants, là, c'est quoi? C'est des directeurs supply chain ou bien ça peut être différents maillons Directeur supply chain, il y a quelques directeurs et responsables supply chain principalement. Il y a quelques responsables RSE, mais la majorité des répondants, c'est notre fichier, donc c'est directeur supply chain. Voilà. Voilà pour les 9 constats. On avait dans le questionnaire aussi, et les répondants, je vais vous inviter à y répondre dans 2 minutes, hein, mais les répondants auront le pack débrief. On avait une espèce de checklist de 13 actions possibles qui nous paraissaient intéressantes de mesurer dans la maturité de mise en œuvre, qui est une checklist et qui touche à peu près tous les points du cycle de vie à nouveau et des process. Et donc cette checklist, pareil, nous met en évidence un certain nombre de maturités un peu inégales. Je ne vais pas revenir dessus, mais vous aurez en tant que répondant le pack débrief avec qui a répondu et quoi sur chacune de ces actions en matière de supply chain durable. Étude que nous avons décidé de prolonger jusqu'au 24 décembre. Donc notre cadeau à nous, Kepler, ce sera pour Noël d'avoir les derniers répondants. Connectez-vous, ça prend, je ne vais pas vous mentir puisque j'ai les durées, hein, ça prend à peu près 14 minutes 36 pour répondre intégralement. Certains le font en 12, d'autres un peu plus, mais bon, globalement c'est 10 grosses minutes ou un petit quart d'heure, vous voyez comme vous voulez. En janvier, vous aurez la diffusion du pack de débrief complet avec peut-être où vous situez-vous dans les différentes actions que vous avez. Voilà, tout ceci pour vous dire que cette première dose nous a donné envie d'aller beaucoup plus loin. On a 80 points de mesure en fait. Il y a 80-90 items que l'on peut croiser entre eux. Et donc ça nous a donné envie et ça nous a conforté dans l'idée que le durable était un projet de transformation qu'il fallait observer dans le temps, qu'on n'était qu'au début, et que donc une mesure annuelle pourrait être intéressante. Donc on se lance dans cette démarche barométrique qu'on a structurée un peu plus solidement d'un point de vue scientifique pour l'année prochaine et les années à venir, évidemment avec Supply Chain Event et Supply Chain Magazine, et puis en ayant un volet académique un peu renforcé avec Centrale Supélec pour la partie plutôt statistique, et avec l'ISLI, le Master ISLI de Kedge, sur le volet recherche, où on travaille avec le docteur Hofstetter, qui est un spécialiste de la chose, et on aura chaque année un éclairage un peu plus vertical sur les très bonnes pratiques. Je peux vous dire que le volet 2022 va s'intéresser au textile de près, qui a des gros enjeux en durable, et on aura, je pense, des très bonnes pratiques et des éléments intéressants à ressortir. Okay. Je vous remercie. Merci beaucoup Alain Bernard, je crois qu'on peut l'applaudir parce qu'il a... je pense qu'il a été un peu frustré aussi de devoir compresser tout ça. C'est super intéressant, je crois qu'on n'aura pas forcément le temps pour les questions, mais vous avez bien compris que vous pouvez encore participer aussi à cette étude et l'enrichir par vos inputs à vous. Moi, j'ai quand même une question, j'ai le droit, là, j'ai le micro. J'ai l'impression que là, l'histoire de la frustration,
ça m'étonne un petit peu. Est-ce que dans les clients que vous avez, quelle est la proportion de directeurs supply chain qui prennent le lead sur la démarche RSE dans leurs entreprises? Et est-ce que ça n'a pas la vocation du directeur supply chain finalement de faire ça? Et est-ce que ceux qui sont frustrés finalement n'ont peut-être pas cette... Alors, c'est une excellente question. Je pense qu'il y a un bout de paradoxe quand on fait la corrélation entre les différentes questions. Quand on regarde ceux qui ont répondu « je n'ai pas de projet, il n'y a pas de démarche RSE », ils sont quand même à 3/4 à dire « j'ai lancé des chantiers ». Quand on regarde après sur qu'est-ce qui pourrait véritablement motiver une démarche RSE dans votre entreprise, ils répondent une injonction directoriale en fait, une véritable orientation stratégique, qui est le niveau de pilotage. Et je crois qu'entre les ETI, celles qu'on a appelées les ETI et les autres, il y a un écart. Dans les ETI, effectivement, les gens sont plus à la manœuvre et ils ont pris cette dimension. Dans les grandes entreprises, on voit arriver des modes de gestion plus matriciels avec une direction RSE puis des directions BU, alors que dans la taille du dessous, on peut faire des choses. Mais oui, et surtout, il faut prendre conscience que, comme l'a expliqué Thomas tout à l'heure, ça peut être des moyens de revoir l'offre et la valeur délivrée. Et dans les répondants, à nouveau sur une autre question, c'est un point un peu faible. C'est-à-dire que les supply chain managers voient bien l'intérêt sur les émissions, mais sur la valeur à délivrer, la valeur client, c'est encore un peu faible. Ok, bon, merci à nouveau. Et puis, de toute façon, on se retrouve dans l'édition de la... Et puis, je suis là encore. Et puis là, tu restes là avec toutes les questions éventuelles que l'auditoire pourrait avoir. Voilà, merci encore.